Se sentir déçu par une personne à qui l'on a accordé toute sa confiance, donné de son amour et avec laquelle nous avions un projet d'avenir est toujours une expérience difficile à vivre. Pourtant, le chagrin d'amour, tout le monde est passé par là. Et en Côte d'Ivoire, il a un nom bien particulier. Donc, le chagrin d'amour, comme en Abidjan, on a l'habitude de le dire, c'est le goumé-goumé. Alors je dirais que le goumé-goumé, c'est une période courte ou longue de souffrance qui naît d'une relation amoureuse. Ou encore, c'est l'absence de réciprocité des sentiments. Voilà. Le goumé-goumé, c'est... On peut appeler ça la maladie de l'amour, déjà. C'est lorsque une personne souffre d'un manque de quelqu'un. On ressent un certain mal en nous, où souvent on a du mal à se remettre. Où est donc cette personne dont on est tombé amoureuse ou amoureux? Comment retrouver la joie de vivre? Comment oublier un amour passé? Faut-il se complaire dans son chagrin? Chacun y va de sa recette. Moi, personnellement, c'est la prière. Maintenant, pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est de passer à autre chose, de vivre sa vie, profiter. L'amour, c'est un sentiment qui est réciproque. Une fois que tu constates que tu n'as plus ta place et que c'est toi qui donnes plus, il vaut mieux te retirer pour éviter de souffrir parce que la vie est courte. Donc, il faut profiter. Quand j'ai un chagrin d'amour, je m'ouvre, je sors avec des amis, balader, si je peux voyager, changer d'air, en tout cas quitter le lieu, l'instant qui m'a fait vivre ce sentiment-là. Pour surmonter le goumé-goumé, moi je pense qu'il va falloir que tu te balades beaucoup avec des amis et tu fasses beaucoup de lectures et tu vas beaucoup t'amuser. Il faut faire preuve d'espérance, il faut espérer qu'un jour la personne qui est l'auteur de ce goumé-goumé-là revienne ou encore ainsi va la vie. Et s'il y a une autre porte qui est ouverte, je crois qu'il va falloir tenter sa chance. Ah, chagrin d'amour là, est-ce qu'il y a une méthode pour surmonter? C'est le temps, hein. Il faut laisser le temps. C'est le temps, c'est juste le temps. Le temps et puis voilà, essayer vraiment de s'aérer l'esprit et tout ça. Puis laisser les choses venir. Mais dire qu'il y a une méthode là, moi je la connais pas. Moi en tout cas, je pense qu'il faut vivre sa vie. Il ne faut pas vraiment aller sauter. Pour moi, quelque part, quand on a ce genre de mal là, c'est de se confier aux personnes. En tout cas, quand on pense qu'ils nous aiment beaucoup, les personnes là vont nous donner certains conseils pour pouvoir nous remettre. Une déception n'est jamais agréable, mais prolonger le monologue intérieur concernant cette personne est néfaste à l'état d'esprit. Il n'y a certes pas de potion magique pour tourner aussitôt la page de l'oubli, mais recommencer à zéro est possible, car passer les larmes et la douleur, cette épreuve doit aussi aider à grandir et à positiver et retenir que, quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas eu de gourmand. C'est ce qu'on dit très souvent. Alors, est-ce que la déception amoureuse, vivre après une déception, c'est tout un programme. Hein. Et ça varie d'une personne à une autre ou bien il y a une base commune. La base commune, c'est l'objectif de sortir de là, de vouloir sortir et de se sentir mieux. La base commune, c'est que c'est une vive douleur que l'un et l'autre on ressent. La base commune, c'est aller de l'avant. Quoi qu'il arrive, aller de l'avant. Parce que la vie ne s'arrête pas à juste une rupture, à un gourmet ou à une déception, une désillusion. Il faut aller de l'avant. Et qui sait, si cette rupture est le départ d'une nouvelle vie plus heureuse ou plus fructueuse. Un mal pour un bien. Un mal pour un bien ou quelque chose pour se renouveler, se remettre en cause et savoir faire les bons choix. C'est un programme, cela. Alors, moi, j'aimerais revenir sur l'origine même. Parce que quand on est petit, on nous fait miroiter certaines choses. Le prince charmant, la princesse. Cendrillon. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Est-ce que c'est pas pour ça que c'est si douloureux, la déception amoureuse? Parce que là, quand on rencontre quelqu'un, on est amoureux, on se dit, c'est pour toute la vie. C'est l'animatrice qui parle, c'est l'animatrice qui parle, mais c'est la... Non, je suis dans la peau des téléspectateurs. D'accord. C'est vrai que l'histoire, le vécu personnel nous enseigne pas mal de choses. Et dans l'éducation ou dans ce qui se passe autour de nous, nous voyons véritablement des personnes amoureuses et qui ne veut pas avoir le bonheur ou la paix, la sérénité dans sa vie. Nous aspirons tous à cela. C'est pourquoi l'imaginaire nous permet donc de fantasmer. Ce sont nos fantasmes qui nous conduisent très loin dans l'amour. Et malheureusement, à rester dans le fantasme qui n'est pas la réalité
vrai, si je puis ainsi m'exprimer, nous conduit parfois à se précipiter et à faire des choix qui ne sont pas forcément les bons. Et donc, la problématique serait prendre le temps pour faire le bon choix, pour souffrir le moins possible, le moins longtemps possible, et pourquoi pas, peut-être ne pas avoir à souffrir, mais pouvoir rebondir chaque fois que ces choses-là arrivent. C'est vrai que notre imaginaire et l'environnement et l'éducation que nous recevons nous fait miroiter le bonheur parfait. Mais c'est cela l'amour. L'amour, c'est le bonheur parfait. C'est le bonheur parfait. Nous sortons d'une situation difficile. Nous nous disons, non, il faut tout de suite rester dans son coin. Non. Le bonheur, c'est cela. Il n'y a aucune douleur, aucun bonheur sans l'autre face qui est peut-être la douleur. Quand vous mangez quelque chose de très appétissant, vous oubliez, c'est tellement appétissant qu'il vous arrive de vous mordre la langue. Il vous arrive de vous mordre l'intérieur de la bouche. Ce sont bien des accidents de parcours qui nous permettent de nous reconcentrer et d'aller à l'essentiel de la vie. Ne surtout pas se précipiter. C'est vrai que nous voulons être dans le bonheur, nous voulons être à deux, parce que toutes ces choses nous sont miroitées, mais il ne faut jamais s'y précipiter. Alors, docteur, il y a parfois, on a l'impression que c'est un véritable exercice psychologique, parce que ça peut arriver de façon tellement violente, on se dit qu'on ne pourra jamais s'en relever, et puis avec le temps, avec, je sais pas, la religion, d'autres vont se réfugier dans l'alcool, dans la religion ou à d'autres endroits, et c'est impressionnant. Alors, moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'il faut se remettre en question après une déception, après un goumet, ou se poser des questions ou accepter la situation comme ça, sans brocher? Ah non, ce sont les deux choses, hein. Ce sont les deux. D'abord, premièrement, quand cette situation arrive, il faut d'abord pouvoir l'accepter. Nous disons pouvoir l'accepter parce que le plus difficile, c'est de pouvoir l'accepter. Une fois qu'on l'a accepté, nous passons donc à l'étape supérieure de pouvoir savoir se poser des questions. Il faut absolument se poser des questions et se dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que parfois, la personne qui prend l'initiative de la rupture vous explique pourquoi. Est-ce que ce pourquoi vous convainc? Est-ce que ce pourquoi est suffisant pour vous? Est-ce que ce pourquoi est acceptable pour vous? Est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative à proposer que de faire la rupture? Donc, oui, il faut se poser les questions et se mettre en cause parce qu'une rupture n'arrive pas pour rien. Une rupture n'arrive pas juste comme ça ou parce que l'autre a vu peut-être une autre personne, peut-être pensant être plus intéressante que vous. Mais si la rupture est arrivée, ça veut dire que quelque chose dans votre relation n'a pas bien fonctionné. Si quelque chose n'a pas bien fonctionné, quelle est cette chose qui n'a pas bien fonctionné? Si la personne veut véritablement en parler encore avec vous, prendre le temps de parler encore avec vous après avoir annoncé cette rupture, c'est bienfaisant pour vous deux, parce que ne pas juste balancer la rupture et tourner son dos et ne plus avoir à rien faire avec la personne avec qui nous avons partagé un certain nombre de choses n'est pas une attitude responsable. C'est preuve d'immaturité. Je romps et je me casse. Comme on dit, on rentre en brousse. Voilà, et on se casse. Ce n'est pas très responsable. Il faut pouvoir s'asseoir et parler de cette rupture. La rupture, nous pensons dans l'idéal, hein, serait quelque chose de consensuel. Mais fort malheureusement... Est-ce qu'une rupture peut être consensuelle? Une rupture peut avec être tout consensuelle. le mal, tout ce que ça engendre, est-ce qu'on peut s'asseoir et discuter d'une rupture de façon sereine? Est-ce que ce n'est pas dans les films, ça? Non, ce n'est pas dans les films. Je veux vous quitter, je sollicite ta compréhension pour te quitter, chérie. Alors, non. Il y en a même qui partent même sans prévenir, sans dire. Comment est-ce que cette relation est née? Il a fallu à un moment donné qu'en dehors du regard, du premier regard qui attire, et des autres manières et de tout ce qui a pu provoquer donc la rencontre, vous vous êtes bien assis et vous avez parlé, vous avez évoqué le sentiment amoureux, l'attraction, l'attachement, le désir, la passion, tout ce qui entoure l'amour. Vous vous êtes bien assis, vous avez parlé de cela. Alors, au moment où la chose ne marche pas
et que chacun veut prendre son chemin, ou vous désirez du moins prendre votre chemin, parce que vous prenez l'initiative de la rupture, il serait bienséant et c'est quelque chose de correct de dire il faut que nous nous asseyons parce que nous ne pouvons plus avancer, nous n'avançons plus dans le même sens. La rupture n'est pas forcément la séparation totale irréversible, ça peut être juste un malentendu. Chacun va dans une voie que l'autre ne comprend pas ou que l'autre ne veut pas. Ça peut être juste qu'il faut prendre du temps pour recadrer les choses. Ça peut être juste une infidélité. Ça peut être juste un désaccord. Mais il faut pouvoir s'asseoir et parler de cela. C'est vrai qu'une rupture amoureuse, la douleur vient, elle est plus intense. Quand on a eu le temps de parler, de préparer et de décider à son corps et âme défendant la rupture, mais elle est d'autant plus douloureuse que quand on nous la sent parvenir, quand on nous la voit parvenir, et que brutalement, l'autre qui vient vous dire « ça n'est assez, je ne peux plus, je m'en vais ». Et c'est encore plus douloureux quand la personne ne prend pas le temps de vous dire pourquoi elle s'en va, pourquoi elle met fin à cette relation. Et j'ai un exemple, là, j'ai une amie qui a vécu une rupture assez douloureuse. Elle était avec quelqu'un, ça se passait très bien. La personne allait la présenter chez ses parents, ils parlaient même mariage. Tout se passait très très bien. Et un matin, il lui envoie un SMS pour lui dire qu'il veut que ça s'arrête. Le coup classique. SMS, et elle essaie de le rappeler, il ne décroche pas. D'accord. Elle va chez lui, il ne la reçoit pas. Oui. Elle n'a pas pu le voir pendant 6 mois. D'accord. Après le SMS, il n'a plus fait signe de vie. Elle ne comprenait rien. Elle n'a jamais pu faire le deuil de la relation. Et 6 mois après, elle a appris qu'il se mariait avec une autre femme. D'accord. Ils n'ont jamais pu parler. Il n'a jamais pu lui dire pourquoi exactement il a rompu, puisqu'elle était allée voir sa famille, tout ça. Et jusqu'à présent, elle n'a jamais pu faire le deuil de la relation. Elle continue de pleurer encore. Elle ne s'est pas remise en couple là. Oui. C'est une façon tragique de faire une rupture, mais cela démontre... Je serais cette personne que je ne perdrais pas mon temps à pleurer davantage sur une personne complètement immature et irresponsable. Ça, c'est un type de personnalité qui a fui. Est-ce que l'amour calcule tout ça? Est-ce que, véritablement, si du jour au lendemain, juste par un SMS, j'envoie un message aussi important dans la vie de nous deux, pour dire que la rupture est consommée. Quelle a été donc la démarche de présenter à mes parents, de lui donner confiance? Quelle a été? Est-ce que ça n'avait pas été une double vie? Pendant que je fais la démarche de te présenter pour te mettre en confiance, j'ai peut-être pris d'autres démarches. Et fort malheureusement, la famille s'est fait peut-être complice de cette situation. C'est un cas spécifique, donc nous n'allons pas nous étendre là-dessus. Mais nous disons que cette personne ne devrait plus prendre le temps de pleurer pour cette relation-là. Parce que visiblement, c'était une personne complètement inconsciente, immature, une personnalité non construite et qui n'a mijoté que de la tromperie pendant tout ce temps-là. Ce n'est pas possible qu'avec un SMS, non, ce n'est pas possible. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. C'est vrai qu'ainsi, elle n'a pas eu le temps, donc ce que nous disons tout à l'instant, il faut prendre le temps de parler avec l'autre. Parce qu'il s'agit de quelque chose que nous avons construit ensemble et dont je prends l'initiative individuelle. Mais là, c'est arrivé. Là, c'est arrivé. Alors, c'est arrivé. La personne a été irresponsable. Maintenant, comment surmonter le goumen dans ce genre de situation? Dans ces situations, déjà, il faut qu'elle commence à se dire c'est arrivé et on n'en parle plus. 6 mois après, il faut qu'elle commence à entamer le deuil. Sinon, elle va plonger véritablement dans une dépression. Peut-être que cette dépression est déjà installée. Elle va se plonger dans une dépression et aggraver sa situation parce que la rupture annonce certainement qu'on ne se fait plus confiance. Vous n'êtes pas à la hauteur de ce que je recherche. Un ensemble de sentiments négatifs qui accompagnent cela. Si vous restez après 6 mois, à dire « ce n'est pas possible, je ne peux pas passer à autre chose, ce n'est pas possible », vous êtes en train de vous enterrer sans le vouloir. Il faut donc, dans une première étape, accepter ce qui s'est passé. C'est
c'est arrivé, vous ne pouvez plus rien y changer. Il faut passer à autre chose, surtout que la personne a appris que l'autre a commencé à refaire sa vie par ailleurs. Il faut donc se reprendre en main. Se reprendre en main, c'est tout un programme. Dans l'élément que nous avons vu, chacun y est allé avec les moyens dont il dispose. Cela dépend de la personnalité de la personne qui subit le coup. D'accord? Quelle est sa personnalité? Comment elle s'est construite? À quel niveau elle est arrivée? Dans son développement psycho-affectif. Si elle est restée au niveau de l'attachement et que malheureusement elle s'est attachée à cette personne en substitution de la personne aimée, soit son père, soit sa mère, ou d'une autre personne qui a été substitut donc de l'objet affectif aimé, qu'elle n'a pas pu faire cette séparation, cette personne va naturellement s'enfoncer. Donc il y va de sa personnalité, il y va de son histoire personnelle, il y va aussi de l'expérience qu'elle a acquise par ailleurs et de quel soutien dont elle dispose. Une autre a dit dans l'élément, moi je me suis confiée à Dieu. Nous disons toujours que la relation amoureuse est trop sérieuse et c'est quelque chose qui nous engage pour la vie. Et la personne qui est constructrice de la vie, c'est Dieu lui-même par essence. Ce n'est pas une manière de fuir les choses, mais c'est un soutien certain. C'est un soutien certain pour ceux qui croient. Ils savent que Dieu ne déçoit pas. Puisque nous sommes sa créature, il ne nous a pas créés, il ne nous a pas destinés à la souffrance et à subir de tels déboires. Dieu ne déçoit pas, mais des fois aussi, il faut respecter ce que Dieu dit. On s'est rencontrés comment? On s'est rencontrés où? Exactement. Est-ce que parfois il n'y a pas des indices qui montrent que, attention, Goumen devant, parce que vous ne connaissez pas ses parents, vous ne connaissez pas ses frères, ses sœurs, ses enfants, tout ça, mais vous vous lancez à quoi perdu? Il y a toujours un meilleur ami ou une meilleure amie qui va vous donner des conseils que vous n'allez jamais écouter. Et après, voilà, est-ce que ça ne remet pas en question, comme me dit à l'oreillette ma rédactrice en chef, ça ne remet pas en question la question de l'amour même? Est-ce qu'il faut aimer avec l'accélérateur, avec le frein, avec l'embrayage? Est-ce qu'il faut doser ou bien il faut se lancer puis accepter après d'être vraiment... L'amour a cette chose de fantastique et de formidable, qu'elle nous ouvre l'esprit, qu'elle nous ouvre l'entendement, qu'elle nous ouvre le cœur, qu'elle nous met dans un élan de partage, d'abandon de soi. D'insouciance aussi. D'insouciance parfois. Mais il n'y a rien de plus merveilleux que d'aimer. Nous sommes destinés à aimer. C'est là la première chose que nous avons à faire en tant qu'être humain, enfant de Dieu sur la terre. Aimer soi-même, aimer l'autre et aimer Dieu. Ce n'est pas dans le bon ordre, mais c'est aimer dans tous les sens. Maintenant, il faut avoir du discernement. Ce n'est pas parce qu'il faut aimer que dans cet élan d'aimer, je ne fais pas attention. C'est vrai qu'on dit que l'amour est aveugle. C'est vrai. Que quand on est amoureux, on n'entend pas. C'est vrai. Cela altère nos sens. C'est vrai. Mais à se précipiter nous cause bien souvent de gros ennuis. Il faut toujours prendre son temps en ce qui concerne l'amour. Plus on est amoureux, plus on se dit c'est cette personne qui est la bonne, qui répond à mes critères de la première liste, à mes critères de la deuxième liste, à mes critères de la troisième liste. Oui, avec toutes les précautions qu'on prendra, il faut toujours prendre le temps de connaître la personne. C'est pourquoi il est conseillé un cheminement. Un cheminement où on ne s'adonne pas déjà au sexe, où on ne se déprave pas, où on ne se dégrade pas, et où on se réserve véritablement pour aller construire quelque chose de plus positif qui est le mariage dans lequel tout est permis. Mais nous disons aussi, il y a des divorces. Donc, à l'abri de la rupture, personne n'est à l'abri de la rupture. Il faut prendre donc son temps pour faire le bon choix et le choix consensuel, le choix guidé par l'Esprit de Dieu qui a le bon discernement et de bons conseils des personnes aux ressources et prendre le temps de vivre la relation amoureuse tranquillement, sans précipitation et ainsi construire quelque chose de solide sur la vérité, sur la sincérité. Ce sont là les amis qu'on doit se faire quand on est amoureux. L'honnêteté et véritablement se donner donc à l'amour qui fait normalement beaucoup plus de bien que le mal. De mal. Alors, qu'en est-il des relations pansement? Il y a des gens, dès qu'elles sortent d'autres relations, elles se mettent en couple afin d'oublier rapidement, penser leurs blessures. Non. Il y a un certain nombre de précautions à prendre quand on est
amoureux et quand on sort d'une déception amoureuse ou simplement, ce n'est pas une désillusion. Il faut bien gérer la transition. Alors, il ne faut surtout pas. La première chose que nous avons dite, c'est d'accepter que c'est fini. La relation est terminée. La deuxième chose, c'est de revenir sur soi, se poser des questions. Quelle est ma part dans cette rupture, même si on ne m'a pas dit les raisons, quelle est ma part? Se poser donc les questions, revenir à soi. Une fois qu'on a essayé de trouver les éléments de réponse, qu'on les a trouvés avec l'aide de personnes qu'il faut, ou qu'on n'ait pas encore trouvé toutes les réponses, et qu'on est encore dans les questionnements de quelle était ma part, il faut songer à son bien-être. Son bien-être. Car la situation de rupture vous met dans une situation de destruction. Vous créez la dépendance. C'est malheureusement, parfois, quand la personne est partie, qu'on sent qu'il y a de l'attachement, qu'on veut revoir la personne, qu'on devient dépendant affectivement, que la personne manque. C'est toutes ces choses-là qui font que cela est difficile. Mais il faut penser à soi, à son bien-être. Mon bien-être à moi, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui me ferait du bien à mon corps? Est-ce que je dois rester dans cette situation-là? Non. Alors, prendre soin déjà de son corps physiquement. Aller dans les salons de beauté, se faire une belle peau, se faire un beau corps, en le structurant au sport, en l'habituant à l'hygiène. C'est qui sont des choses qui, naturellement, être dans une situation amoureuse ou non, devraient se faire. Ce n'est pas parce qu'on est amoureux qu'il faut véritablement laisser ces choses-là de côté. Il faut donc prendre soin de son âme, parce que la personne est corps, âme et esprit. Quand j'ai fini de prendre, ou pendant que je prends soin de mon corps physique, je dois prendre soin de mon âme. Et ce qui fait plaisir à mon âme, c'est peut-être les belles lectures, les évasions, des choses positives, agréables. Non pas se précipiter dans une autre relation de celui qui vous disait chaque fois au coin de la rue, vous êtes belle, pendant que vous étiez en couple. Non, surtout pas, c'est un piège. Ne pas se précipiter non plus vers l'ancien, pas celui qui vient de rompre, mais peut-être celui qu'on a laissé dans le placard. Qui était en embuscade. Qui était en embuscade depuis longtemps. Non, il ne faut pas y revenir. Il faut faire plaisir à son âme et à son esprit, se tourner vers le Créateur, vers les choses positives, vers la lecture. Véritablement prendre soin de soi. Soyons réalistes. Prendre soin de soi. Soyons réalistes. Les jeunes d'aujourd'hui, en 2018, là, je connais vraiment... Ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas Quel genre de lecture? Quel genre de lecture? Mais toute lecture... On va lire des romans à l'eau de rose encore, après une déception amoureuse. Justement. Nous pensons à tort que parce que nous avons eu une rupture, une douleur, alors il faut automatiquement se séparer de tout ce qui est agréable, même des affaires de celui qui nous a quittés, ne plus faire les choses qu'on avait l'habitude de faire ensemble. Nous disons prendre soin de soi. Si les musiques que vous avez l'habitude d'écouter avec lui sont des choses... Et on a tendance à écouter du zouk. Voilà. Du zouk, mais qui réveille. Qui réveille, mais oui, vaut mieux boulevard. rester dans des choses qui vous rappellent cela. Ça vous donnera beaucoup plus d'avantages de vouloir sortir de cela que de vouloir fuir systématiquement tout ce qui vous le rappelle. Il faut fuir les amis qui sont en couple? Non. Pour ne pas se rappeler qu'on est seul? Non. Qu'est-ce qui est bien pour vous? Si la douleur est si intense que voir les autres en couple vous fait beaucoup trop de mal, il faut peut-être un temps, soit peu, prendre du recul pour être avec vous-même. Une retraite spirituelle, par exemple? Oui, peut-être une retraite spirituelle, mais apprendre à être seul avec soi, s'apprécier soi-même, sa compagnie. Parce que très souvent, nous nous oublions dans la relation amoureuse, nous donnons corps et âme, et nous nous oublions de prendre soin de nous-mêmes, d'être avec nous-mêmes. Pleurer aussi, ça fait du bien. C'est l'excellent remède. Prendre le temps de pleurer et de bien pleurer, aussi longtemps que cela est nécessaire. Il faut pleurer. Si votre ami pleure pendant 6 mois, mais pleurer, non pas se lamenter, nous disons pleurer. Pleurer, c'est donc ressortir toute l'émotion contenue là, le ressortir en sanglots
Et s'il y a lieu de crier, s'il y a lieu de pousser des cris, s'il y a lieu de prononcer des mots durs pour sortir ce qui est resté à l'intérieur, oui, il faut pleurer. Non pas se lamenter, mais pleurer sincèrement, à chaudes larmes, car cela est bon pour l'organisme. Quand vous pleurez, vos poumons s'ouvrent. Quand vous pleurez, vos yeux sont suffisamment imbibés de larmes et c'est bon pour votre vue. Quand vous pleurez, vous avez des larmes, vous avez des morves qui viennent. Cela veut dire que tout le système respiratoire fonctionne bien. Vous ressortez un certain nombre de choses qui ne sont pas bonnes, la morve. Vous crachez. Vous sortez tout ce qui est négatif, qui pourrait constituer donc des choses qui vont vous attacher encore dans la dépression. Oui, il faut pleurer. Il y en a qui ont tendance à diaboliser l'autre, surtout quand il y a des enfants, utiliser les enfants pour comment dire, pour détester l'autre partenaire. Nous l'avons dit, c'est une personnalité mal construite. Il faut être responsable dans une relation amoureuse. Digne. Et rester digne. Nous disons que l'amour est trop beau, est trop bien pour perdre le temps à dénigrer l'autre. Si tant est que la rupture est inévitable, songeons donc à nous préparer à des choses positives et donnons-nous le temps de nous aimer nous-mêmes. De cette sorte, quand l'autre décide de ne plus vous aimer, il vous reste encore à aimer vous-même et Dieu. Merci beaucoup, Mme Bernadette Assou-Nguessan, avec cette très très belle conclusion. On a une pensée pour tous ceux qui vivent, toutes ces personnes qui vivent ces moments difficiles-là. Mais nous, on ne vous quittera jamais. On est avec vous et ça recommence demain. Avec, quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. Ciao, ciao.